y a des méchants loups et des gentils loups, si je puis dire. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. Bonjour, chers petits amis. Je vais vous demander tout d'abord de bien vouloir vous installer devant votre électrophone. Là, parfait. Les histoires de loups, elles alimentent l'imaginaire depuis la nuit des temps. Et mon imaginaire depuis que je suis tout petit. La star, celui dont on parle le plus, rusé, fourbe, cruel, amateur de chair fraîche, c'est le grand méchant loup. Grand-mère, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le petit chaperon rouge, c'est le conte vedette. L'historien des couleurs et des animaux, Michel Pastoureau, m'a raconté que c'était l'un des plus vieux contes européens. Les plus anciennes versions sont attestées vers l'an 1000 dans la région de Liège. Les manuscrits, les scribes donnent dans les manuscrits le titre « La petite robe rouge », mais c'est un peu la même histoire. Une fillette vêtue de rouge va voir quelqu'un de sa famille et en chemin est tantôt dévorée par un grand loup, tantôt protégée par de jeunes louveteaux. Il y a plusieurs versions dans le conte ancien. Perrault, à la fin du XVIIe siècle, donne la version classique et cruelle. Ça finit très mal. La petite fille va voir sa grand-mère. Elle apporte un petit pot de beurre. En chemin, elle rencontre un loup. Elle lui donne malheureusement l'adresse de la grand-mère, qui arrive le premier, dévore la grand-mère, puis dévore la petite fille. Et ça finit comme ça. Alors que les frères Grimm, au début du XIXe siècle, donnent une fin plus heureuse. Un gentil chasseur finit par tuer le loup, ouvrir son ventre, et la grand-mère et la petite fille sortent vivantes du ventre du loup. Donc ça finit mieux. Hey, Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Ça, c'est le petit chaperon rouge, revisité par Tex Avery en 1943. Une version très particulière de ce conte millénaire, et elle illustre bien les changements de perception du loup à travers les âges. Il est à la fois sympathique, dangereux, cynique, redoutable, capricieux, stupide, et tout ça à la fois. Hey, baby. What do you say after the show? You and me go stab 'em. Et alors, dans l'histoire du petit chaperon rouge, revisité par Tex Avery, la fillette est devenue une sorte d'entraîneuse de bar, semi-femme facile, disons. Le loup, Lubric, lui arrache l'adresse de la grand-mère. Il a l'intention de violer et la grand-mère et la jeune fille, mais arrivé chez la grand-mère, il tombe sur une femme qui est encore plus lubrique que lui, et c'est lui qui est menacé d'être violé. C'est absolument désopilant. Un très très beau dessin animé qui met en scène un loup assez différent de tout ce qui a précédé. Daddy, you've got to get the very best for me. Oh, Daddy. Les gueules de loup, dans les dessins animés, les mythes, les contes, les comptines ou les fables, elles ont donc énormément changé en fonction des époques. J'ai demandé à Michel Pastoureau comment il l'expliquait. Il m'a répondu que c'était surtout lié aux grands bouleversements climatiques. Dans l'histoire de l'Europe, il y a des phases de climat rigoureux, voire complètement déglingués, et des phases de climat favorables. Et dans les phases de mauvais climat, tout va mal, les hommes et les femmes ont faim, mais les animaux aussi ont faim. C'est le cas, non pas dans l'Antiquité, où seuls les bergers ont peur des loups, mais les humains ordinaires, si je puis dire, n'ont pas peur des loups. Les loups ne s'attaquent pas ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux enfants, ils s'attaquent seulement aux troupeaux.
il commence à s'attaquer aux humains pendant le haut Moyen-Âge parce que il n'y a plus d'autorité centrale. Après la chute de l'Empire romain, la forêt et la friche regagnent du terrain, le climat se dégrade considérablement, les loups ont faim et ayant faim, ils s'approchent des villes et des villages, surtout des villages puisqu'il n'y a plus beaucoup de villes, et occasionnent bien sûr des dégâts et des peurs très grandes. Le loup à travers les âges, c'est donc un vrai balancier. Bon loup. Salut les copains, moi c'est Lou, le plus sympa, le plus cool et le plus marrant des loups que je connaisse. Mauvais loup. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. Ils sont tour à tour grands méchants, bienveillants, comme la louve qui nourrit Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, alors qu'à la même époque, j'ai appris que la louve passait pour un animal plutôt lubrique. Lupa, la louve en latin, ça signifie aussi prostituée. Il y a encore les loups sympas, vedettes des livres pour enfants de ces dernières décennies, et enfin les loups ni méchants ni gentils, mais benets. Voici que se promenant de ce côté, le loup Isengrin entend cette voix qui remonte du puits. Curieux, il se penche sur la margelle et demande « Oh là! Y a-t-il quelqu'un là-dedans » Dans le roman de Renard, un ensemble d'histoires mises en forme à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, le climat déglingué dont parlait Michel Pastoureau redevient favorable et le loup, il s'appelle Isengrin, est devenu un peu crétin. Je pense que c'est plutôt signe qu'on n'a plus peur du loup et donc on en fait un animal un peu ridicule en comparaison aux époques précédentes où il était beaucoup plus dangereux. Donc je crois que c'est cette lecture qu'il faut faire du roman de Renard. Il n'y a pas que le loup, d'ailleurs il y a la louve qui, ici encore, est une femelle particulièrement lubrique. Elle est prétendument violée par le goupil, par le renard, mais en fait c'est un viol consenti. Ça entraîne un procès, Renard est jugé, condamné, il a très peu de partisans au sein du monde animal, mais Isengrin le loup n'est pas plus aimé pour autant, il est victime d'autres animaux, le chat par exemple, qui est sans doute le plus intelligent dans le roman de Renard, se moque complètement du loup, et même des petits animaux qui sont en général dévorés par les loups sont plus forts ou plus malins que lui, par exemple la mésange, le blaireau et quelques autres. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Dans les fameuses fables de La Fontaine, là encore les visages du loup sont multiples. On vient d'entendre le classique des classiques, le loup et l'agneau. Mais dans Le Loup et le chien, par exemple, c'est un prédateur amoureux de liberté que Jean de La Fontaine nous décrit. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit, et court encore. Le loup reste un animal fantomatique, même pour ceux qui le pistent et le connaissent bien, comme Farid Benamou, le géographe qui nous expliquait dans l'épisode précédent qu'il fallait s'attendre à revoir du loup partout. Quand il a eu la chance de l'observer, il a eu un peu l'impression d'avoir rêvé. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est, ça m'est arrivé plusieurs fois, de voir le loup caché derrière des branchages, de voir les branchages légèrement bouger, et sans même que j'ai changé mon regard de position, voir que le loup n'était déjà plus là, et en me demandant, mais si j'avais bien rêvé. Entre le rêve et la réalité, on pense à l'affaire de la bête du Gévaudan, l'histoire de loup qui a peut-être le plus terrorisé les gens.
On est en plein XVIIIe siècle, la peur du loup est immense. C'est précisément dans ce contexte qu'une ou plusieurs bêtes, on ne sait pas trop, attaquent en Gévaudan entre 1764 et 1767. Le Gévaudan, c'est dans le sud du Massif central, dans ce qui est aujourd'hui le département de la Lozère. Une bergère est attaquée en mois de juin par une bête énorme qui, selon les témoignages, n'était pas un loup, ressemblait à un loup, mais était plus grand, plus étrange. Et puis cette bête attaque de nouveau, ici ou là, dans un périmètre relativement large, causant des dégâts considérables. Elle semble avoir le don d'ubiquité parce que un matin, elle est dans un village et l'après-midi, à près de 30 ou 40 lieues, dans un village beaucoup plus éloigné. Est-ce qu'il y a plusieurs bêtes ? Chose curieuse, quand on lui tire dessus, les balles ne semblent pas pénétrer dans son corps. Il semble, cet animal, s'attaquer bien plus aux jeunes filles, aux jeunes femmes et un peu aux jeunes garçons qu'aux autres animaux. Donc il y a éventuellement une dimension sexuelle dans cette histoire, d'autant que la bête semble aimer dénuder les jeunes filles et les jeunes femmes et les disposer dans des positions particulièrement ambiguës, voire obscènes. Donc il y a une dimension sexuelle, en tout cas du côté de la rumeur. Alors l'affaire prend de l'ampleur. Et remonte jusqu'à Louis XV. Des soldats d'un corps d'élite d'abord, puis les meilleurs louvetiers de France, et le porte-arquebuse du roi lui-même se lancent dans une traque sans merci. Ils abattent plusieurs loups, il y a des périodes d'accalmie, mais la bête est toujours là et elle continue à dévorer femmes et enfants. On commence à se demander si vraiment il n'y a pas plusieurs bêtes, si elles ne sont pas manipulées par des humains, si ce sont vraiment des loups ou des croisements de loups avec d'autres animaux, avec lions, avec tigres, avec hyènes même. Bref, toutes les hypothèses s'emparent des esprits. Jusqu'au mois de juin 1767, au cours d'une battue. Un paysan qui est un homme très bizarre, qui a mauvaise réputation en Gévaudan, qui passe pour un peu sorcier, et son père, encore plus que lui, abat un loup de nouveau redoutable, qui présente des particularités physiques un peu étonnantes. Ça semble en tout cas être le bon, puisque l'affaire se termine comme cela, un peu en queue de poisson. Et ce paysan, Jean Châtel, contre toute attente, n'est pas du tout fêté, mais regardé de manière inquiétante. Il apporte le cadavre au roi qui ne veut pas le voir. Jean Châtel ne reçoit pas de récompense. Bref, il y a un mystère de la fin de la bête du Gévaudan. Et 2 siècles et demi plus tard, le mystère reste entier. Il s'agit sans doute d'un ou plusieurs loups, peut-être manipulés par un ou plusieurs petits seigneurs locaux. Lorsque l'un d'entre eux, il y a eu plusieurs hypothèses en ce sens, a manipulé des loups, a revêtu un loup d'une espèce d'armure qui le rendait insensible aux balles. Est-ce qu'il y a eu plusieurs loups ? Je crois que c'est beaucoup mieux de ne pas savoir. Ça permet de réfléchir. Au fond, peu importe quelle était cette bête. Pour l'historien, il me semble que l'aspect le plus intéressant de cette histoire, c'est du côté de ce qu'on appellerait les médias. On est en 1764-67, on est frappé combien à cette date déjà, les nouvelles circulent extrêmement vite. La bête attaque en Gévaudan en fin d'après-midi, le lendemain matin, toute l'Europe est au courant. Et on est donc au milieu du XVIIIe siècle. Bref, c'est un beau dossier pour étudier la presse, la circulation des nouvelles, et surtout, c'est le phénomène peur collective qui est très intéressant. Pour alimenter ces peurs collectives dont vient de parler Michel Pastoureau, il y a aussi cette créature terrifiante, née du croisement entre l'homme et le loup. Quelquefois, il arrive que l'esprit de l'un de ces animaux puisse pénétrer dans un corps humain
Aussitôt, l'âme et l'esprit se mettent à lutter tous deux pour devenir seuls maîtres du corps. Si pour une raison quelconque, l'âme est faible, alors on devient loup-garou. Les histoires de loups-garous apparaissent vraiment au cœur du Moyen-Âge. Probablement, elles sont antérieures dans l'oralité. Ce sont des humains, hommes et femmes, mais plutôt des hommes, transformés en loups, et la nuit spécialement, et c'est pour eux l'occasion de se livrer à des méfaits et des exactions de toute nature. Mais ils sont de deux sortes. Il y a ceux qui se transforment volontairement en loups-garous, parce qu'ils ont noué une sorte de pacte avec le diable. Et puis il y a ceux qui sont victimes de la méchanceté d'un sorcier ou d'un rival ou d'un parent. Et c'est malgré eux qu'ils deviennent loups-garous, victimes d'un mauvais sort. En général, le passage de la condition humaine à la condition lupine se fait par le vêtement. C'est en quittant leurs vêtements, à la tombée de la nuit, que les humains deviennent garous. Et puis, au petit matin, c'est en reprenant leurs vêtements qu'ils reprennent forme humaine. Pas étonnant qu'avec cette gueule à facettes, le loup continue aujourd'hui à fasciner. Pour s'en rendre compte, il suffit de pousser par exemple la porte du parc animalier de Sainte-Croix en Moselle. J'y ai rencontré son directeur, Anthony Keller. 5 meutes de loups sont installées sur place en semi-liberté et pour le public, c'est l'occasion de se confronter au mythe pour le démystifier. On a une fascination réelle pour cet animal parce que je pense en tout cas qu'on a affaire à une espèce qui symbolise, qui incarne véritablement cette notion du sauvage. Et notamment le sauvage qu'on ne peut pas mettre dans une boîte, qu'on ne peut pas mettre dans une case, qui va s'y cantonner. C'est un sauvage qui a tendance un peu à nous bousculer, qui fait appel à la fois à notre culture, qui fait appel à je dirais des images d'Épinal qui sont vraiment ancrées dans notre civilisation. Et donc voir des loups, c'est se confronter au mythe du sauvage. Et pour les gens, souvent c'est « Ah ouais, finalement ça ressemble à un grand chien ». Il y a souvent cette première réaction toute simple qui est « Ah ouais, mais en fait c'est juste un grand chien ». Qui permet déjà de se rendre compte qu'il y a une vraie déconnexion entre la réalité de l'animal et tout le mythe autour de cet animal. C'est vrai que le loup aujourd'hui a un capital sympathie assez élevé. Certes, un peu moins chez les éleveurs que dans l'opinion publique. Mais ça fait maintenant un bon siècle que ces représentations sont plutôt positives. La peur du loup, elle s'atténue quand les loups disparaissent de certaines contrées, par exemple des îles britanniques à partir du XVIIe siècle, mais surtout à partir du moment où Pasteur met au point le vaccin contre la rage, c'est-à-dire 1885, ça joue un rôle considérable pour faire reculer et la rage et la peur du loup à la fin du 19e siècle. Et à partir de ce moment-là, on voit le loup se revaloriser beaucoup dans la littérature. Rudyard Kipling et les premières histoires de loup dans le livre Pour la jungle, de Loup et de Louveteau, les livres comme L'appel de la forêt ou Cro-Blanc, c'est le début d'une littérature pour la jeunesse dont le loup est la vedette et ça va passer à la bande dessinée, ça va passer au dessin animé et enfin aux jouets en plus. J'étais sidéré de ce que je voyais du point de vue quantitatif dans le livre pour enfants comme histoire de loup et de louveteau avec inversion d'histoires célèbres, par exemple les 3 petits cochons et le grand méchant loup devenant le grand gentil loup et les 3 méchants petits cochons. On inverse, c'est assez simple, mais on inverse les systèmes de valeurs et tout est comme ça. Pour trouver un méchant loup aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure. Ce qui ne veut pas forcément dire que les peurs ancestrales ont totalement disparu. Car parfois, notre imaginaire, façonné par les aspects les plus sombres du loup, reprend le dessus, surtout dans les secteurs où les loups sont revenus.
j'ai rencontré quelqu'un de pas très rassuré, Dominique, une institutrice à la retraite. Elle est installée avec son compagnon Laurent, un berger, dans un chalet d'alpage du massif du Rizou, dans le Jura, tout près de la frontière suisse. Il y a une meute près de chez eux. Elle m'a dit qu'elle découvrait des crottes tous les jours et dans la tête de Dominique, les images défilent. Je suis déjà une trouillarde de nature, donc j'ai peur des chiens. C'est déjà un problème pour moi. Mais quand il y a 3 ans, les gardes-faunes, effectivement, nous ont montré les images sur les pièges photos où on voyait du loup, c'est devenu concret. J'ai été, moi, dans un premier temps, assez... pas sidérée, mais en tout cas, me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment je vais faire avec cet animal pour aller me promener dans les bois et puis pouvoir être tranquille? L'hiver à ski, en plus, on est dans la région, on fait du ski de fond, on est à ski et on y va souvent entre chiens et loups. Et bon, voilà, là, ça me fait presque plus peur que l'été. Parce que quand on est l'hiver, je me dis, bon, ben voilà, ils vont avoir moins de gibier, je me sentirai sans doute plus vulnérable. Maintenant, plus on avance dans la connaissance et puis à moins on est dans la croyance, effectivement, et je commence à envisager la cohabitation. Mais il va falloir que je me raisonne pour ne pas me laisser envahir par mes croyances, mon imaginaire, quoi, qui est alimenté aussi par la littérature enfantine, par tout ce que j'ai pu faire, ne serait-ce que dans le cadre de mon travail, autour du loup. Et le loup a toujours été le grand méchant loup. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Bon loup, mauvais loup. On a entendu tout au long de cet épisode qu'il cristallise toutes les peurs jusqu'aux plus irrationnelles, mais aussi toutes les sympathies jusqu'aux plus niaises. Alors que le loup, lui, il n'en demande pas tant. Il est simplement entre ces deux extrêmes. Pour mieux le connaître et le démystifier, j'ai eu envie de vous présenter l'éthologue suisse Jean-Marc Landry. Il les observe depuis longtemps et les a souvent filmés de nuit à proximité du bétail pour étudier leur comportement. Le loup est victime de plein de préjugés, mais il est victime aussi bien d'une diabolisation que d'un certain angélisme. Certains le voient comme un dieu, comme quelque chose de le retour de la nature, de la biodiversité, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. La biodiversité, c'est beaucoup l'entomologie, donc les insectes, les oiseaux, les plantes. Le loup peut vivre dans des endroits où il n'y a pas de biodiversité du tout. S'il a un endroit où il peut mettre bas, être tranquille et puis avoir du gibier ou du bétail pour vivre, ça lui suffit. Et puis d'un autre côté, on le diabolise parce qu'on l'accuse de tous les maux, en fait. Et je dis souvent que le loup est un miroir de ce que nous sommes en tant qu'humains. Et on projette un petit peu tout le côté un peu maléfice, entre guillemets, de l'humain, en fait. Le loup, c'est simplement une espèce comme une autre qui est là pour vivre. Et puis c'est un prédateur qui doit tuer pour vivre. Et puis en face, on a du gibier qui ne veut pas se faire tuer. Jean-Marc Landry, on le retrouvera entre autres dans le 3e épisode de ce podcast dans lequel je vous emmènerai sur les traces du loup pour savoir qui se cache vraiment derrière ce grand prédateur.